Bien, bonjour, merci de m'avoir invité à ce petit déjeuner. On n'a pas encore déjeuné, il y a des croissants et du café, non? C'est ça après? C'est après? D'accord. Okay. Bon. Alors moi, ma présentation, elle va s'inscrire quand même dans le sillage de celle de Frédéric Hayek, parce que je vais essayer de montrer qu'il faut distinguer en fait deux grandes catégories de crypto-monnaies au sens large. Les crypto-monnaies privées et les crypto-monnaies publiques ou souveraines, c'est-à-dire celles qui sont développées par les États. Alors pour cela, je vais faire une présentation qui va tout d'abord faire un petit rappel historique. On ne va pas faire un cours d'histoire de la monnaie, mais quand même on est obligé de revenir sur l'histoire de la monnaie parce qu'on s'aperçoit que les crypto-monnaies, et en particulier Bitcoin dont on parle beaucoup, c'est une innovation monétaire parmi d'autres. Simplement, on utilise le support numérique. Donc dans l'histoire des monnaies, ce n'est pas très nouveau comme mécanisme, comme scénario. En revanche, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'aujourd'hui, on est confronté potentiellement à deux écueils dont on a conscience, mais dont on n'arrive pas, pour l'instant, à apporter des solutions. Le premier écueil, c'est un scénario, on va dire, à la Mad Max, où on laisserait toutes les cryptos privées se développer sans aucune régulation, ou avec une régulation qui aurait toujours un temps de retard. Et on arriverait à un monde de type Mad Max. Je vous renvoie à ce film super, où on a l'impression d'être dans le Far West, où c'est l'anarchie totale. Et ce serait un petit peu le scénario catastrophe si on laissait les cryptos privés non régulés se développer, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Bon. Et puis le deuxième écueil, c'est plutôt le scénario de la Big Brother, où on aurait plutôt des cryptos qui sont lancés à travers les monnaies numériques de banque centrale par les États, avec un scénario à la Big Brother dans le sens où on aurait possiblement des dérives de type contrôle sociétal. Alors, ces réflexions, elles ont été entamées dans différents événements à Grenoble. Je rappelle que dans le cadre du Cyber Security Institute, on avait organisé en ligne, c'était pendant le Covid, on avait organisé un workshop sur les blockchains et les crypto-monnaies. Certains venaient de loin, notamment Pascal Lafourcade, le directeur de thèse de Frédéric. Et au mois d'octobre dernier, on a organisé un colloque sur le futur de l'économie politique de la monnaie, avec notamment une session justement sur ces histoires de crypto. Alors, tout d'abord, un petit rappel historique. Bon. Si on regarde l'histoire monétaire, contrairement à ce que disent souvent les économistes, alors là, je suis en train de dire du mal de ma communauté, mais malheureusement, souvent, encore aujourd'hui, dans des manuels, on a une conception de l'histoire monétaire qui est un peu faussée, dans le sens où les économistes, très souvent, perpétuent ce qu'on appelle la fable du troc. Selon cette fable, la monnaie aurait été inventée un jour. En gros, elle se serait développée en Europe au moment du développement du capitalisme, en tout cas au moment des foires médiévales, pour dépasser les contraintes du troc. C'est-à-dire qu'en gros, avant, il y avait le troc, et puis tout d'un coup, on a inventé un truc génial qui s'appelle la monnaie pour faciliter les échanges. Bon, les historiens monétaires nous expliquent qu'en réalité, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. À partir du moment où les humains ont été sédentaires, ils ont eu besoin de compter, d'évaluer et de régler les dettes. Et donc, de tout temps, il y a eu des supports monétaires. Alors, parce que c'est de la monnaie, on va parler plutôt de supports monétaires qui ont permis de compter, d'évaluer et de régler ces dettes. Alors, historiquement, ça remonte à très loin. Au départ, c'était des monnaies traditionnelles de type paléomonnaie ou des monnaies marchandises, le sel par exemple, tu en as fait référence tout à l'heure. Ensuite, on a eu une innovation majeure qui a été d'utiliser le métal avec les monnaies frappées. Et c'est là qu'intervient notamment la question de la souveraineté sur la monnaie. Et puis progressivement, on a mis en circulation des monnaies fiduciaires qui s'appuyaient sur le métal, mais dont la valeur intrinsèque était complètement déconnectée de la valeur faciale. C'est-à-dire qu'on avait un instrument qui permettait de payer 100, alors que la valeur intrinsèque du métal inclus dans la pièce était seulement de 10, par exemple. Bon. Et là, ça a été une innovation majeure également. Bon. Ensuite, on a utilisé le papier-monnaie. Ça a été développé, selon les historiens, plutôt du côté de la Chine, il y a déjà bien longtemps. Et puis, progressivement, on a développé les écritures de change, les écritures dans des comptes, qui ont permis de faire circuler la monnaie. Alors en Europe, c'est à travers la lettre de change qui a permis de faciliter les échanges entre, par exemple, les marchands italiens qui allaient vendre leurs produits dans les foires du nord de l'Europe.
Innovation suivante, la monnaie scripturale. La monnaie devient un simple jeu d'écriture. On l'écrit simplement dans des comptes. On n'a même pas besoin de la faire circuler. Et c'est là que, évidemment, ça c'est plutôt au XXe siècle, évidemment, va apparaître la monnaie électronique. Et ensuite, et ça c'est le dernier avatar de l'innovation monétaire dans l'histoire, les crypto-monnaies, qui datent du XXIe siècle. Donc on a véritablement affaire à une révolution numérique avec les cryptos, mais en réalité, il n'y a rien de nouveau dans le sens où on a une innovation monétaire qui va utiliser un support différent. Alors évidemment, si on regarde l'histoire, pour simplifier, c'est vraiment pour simplifier, on pourrait dire que l'histoire, c'est une succession d'innovations monétaires avec une dématérialisation croissante des supports monétaires. Au départ, on avait des marchandises et puis aujourd'hui, on a simplement des octets. Bon. Alors, si on veut une définition des crypto-monnaies, c'est un peu compliqué. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vous renvoie à différents travaux. Les 2 travaux, moi, que je peux recommander si vraiment vous n'êtes pas très au point là-dessus, c'est le rapport du Conseil national du numérique qui avait été publié en 2021, qui s'appelle Billets et jetons. Et puis, dans une perspective plus, on va dire, plus critique, voire polémique, le document qui a été publié par l'Institut Rousseau sur les cryptoactifs, du mirage à la réalité. Ici, j'ai repris un schéma qui est issu de ce dernier document. Et on voit qu'il y a pléthore de crypto-monnaies. Alors aujourd'hui, on ne parle plus de crypto-monnaies, on parle plutôt de crypto-actifs. Et ces crypto-actifs, vous voyez, ça peut être des crypto-actifs décentralisés qui ne sont pas réglementés. Ça peut être des titres numériques. Ça peut être ce qu'on appelle les crypto-actifs au sens de la réglementation européenne MiCA, avec les stablecoins, les utility tokens, les autres cryptoactifs ou encore les NFT. Et puis le dernier élément qu'on intègre dans tout cet ensemble de crypto-monnaies, entre guillemets, ce sont les monnaies numériques de banque centrale qui ont la particularité d'être souveraines, détenues par les États et pas relevant d'initiatives privées. Alors quelques mots sur Bitcoin. Chez les économistes, le débat a fait rage pour savoir si Bitcoin est une monnaie ou pas. Bon, le consensus chez les économistes, c'est de dire que Bitcoin n'est pas une vraie monnaie. Alors évidemment, comme les économistes ne sont pas d'accord sur la définition de la monnaie, c'est un débat sans fin. Néanmoins, il faut bien voir pourquoi Bitcoin est une vraie révolution culturelle, au-delà d'une révolution, au-delà de l'innovation technologique. Derrière, on a quand même l'idée de développer des cryptoactifs qui se veulent des monnaies, à l'image de l'utopie originelle d'Internet. C'est un peu le même projet de société qui est derrière, avec l'idée qu'on va mettre en place un monde horizontal et non plus vertical, complètement décentralisé. C'est ça, la vraie révolution, c'est la décentralisation, et auto-organisé. Donc ça veut dire qu'on supprime toute forme de hiérarchie, toute forme d'autorité, et finalement la régulation se fait de façon horizontale. Alors, on le voit, c'est empreint évidemment de mystère, le développement de Bitcoin avec l'énigme de qui est Sakamoto, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Derrière, ce qui réunit vraiment tous ceux qui sont dans la cryptosphère, c'est vraiment une vision de type anarcho-libertarienne. C'est-à-dire, c'est plus ou moins poussé. Certains très radicales, d'autres un peu moins radicales. Mais il y a quand même cette idée de contestation dans l'ordre monétaire établi, dans les lois, dans les institutions monétaires et dans les États, et que tout ceci doit être remplacé par un autre projet de société qui va s'appuyer sur le plan monétaire, sur les cryptoactifs. Alors, la transformation majeure qu'on retrouve à travers Bitcoin et d'autres cryptoactifs, c'est la remise en question du tiers de confiance. Dans un système monétaire classique, traditionnel, ce n'est plus un intermédiaire assermenté, centralisateur, qui garantit la pérennité du système de paiement ou qui garantit la confiance en quelque sorte. C'est l'ensemble de la communauté qui va garantir cette confiance à travers ses jugements et à travers la validation des différentes opérations. Alors ceci étant, les économistes arrivent à la conclusion que ce n'est pas une vraie monnaie parce qu'elle n'est pas sûre, elle n'est pas stable, elle n'est pas efficace et elle n'est pas inclusive. Alors quelques mots là-dessus. Certains vont dire que ce n'est pas une monnaie parce que ce n'est pas une monnaie souveraine, c'est-à-dire elle n'est pas régulée par un État. Bon, alors ça, évidemment, on peut discuter de cette question-là, mais c'est quand même une question essentielle chez les économistes. Autre limite dans la définition de monnaie attribuée à Bitcoin, il y a un plafond d'émission. Aujourd'hui, les monnaies, enfin aujourd'hui depuis bien longtemps, les monnaies ne sont pas limitées quantitativement.
On l'a vu d'ailleurs récemment. On a même abusé de la possibilité de créer de la monnaie de façon illimitée. Je parle notamment de la part des banques centrales depuis une dizaine d'années. Dans le cas Bitcoin, c'est l'inverse, parce qu'il y a un plafond d'émission qui est limité à 21 millions de Bitcoin. Donc là, on a un plafond. Ce n'est pas un commun. Une monnaie, ce n'est pas simplement un instrument économique. C'est une institution qui fait communauté et qui répond à des intérêts et qui répond à des objectifs de bien public. Bitcoin, ce n'est pas le cas. Ça répond aux intérêts, à certains intérêts de la communauté qui l'utilise, mais pas à l'ensemble des utilisateurs potentiels. Surtout, principale critique qui est faite à Bitcoin, c'est son instabilité, qui en fait en réalité plus un actif financier à vocation spéculative qu'une monnaie. Ici, à l'écran, vous avez l'évolution du prix du Bitcoin en dollars depuis 2018, et on voit qu'effectivement 2021 et 2022 ont été 2 années avec un phénomène de bulle, c'est-à-dire Bitcoin a explosé, le prix du Bitcoin a explosé avant de s'effondrer complètement en 2022. Alors c'est remonté un petit peu, mais on n'est pas revenu au niveau record de 67 000 $ pour un Bitcoin. Et ici, on a une évolution qui finalement est très proche d'un actif financier classique. Ce qui fait dire aux économistes que Bitcoin n'est rien d'autre qu'un actif financier comme un autre, avec évidemment derrière des modes d'utilisation, des modes de circulation qui sont différents, mais ça reste simplement un actif financier. Je partage complètement ce point de vue de mes collègues économistes. Il suffit d'allumer sa télévision ou sa radio et de voir comment la communauté financière traditionnelle, qui travaille dans les hedge funds, dans la finance, s'est appropriée ces instruments des cryptoactifs. Et aujourd'hui, sur BFM Business, qui est la chaîne d'information financière, qui est facile d'accès, si vous vous intéressez à la finance, c'est une chaîne assez facile à comprendre, eh bien, il y a plusieurs émissions consacrées aux cryptos. Et le langage qui est utilisé par les utilisateurs de ces cryptos, c'est exactement le même que celui de la finance traditionnelle. Alors, peut-être de façon un peu plus relaxe, plus détendue. On n'a pas les mêmes codes que les financiers classiques, mais en réalité, c'est exactement la même chose. Donc, finalement, Bitcoin, pour les économistes, reste essentiellement un actif financier. Et on a tendance, alors je trouve que c'est un peu exagéré, on a tendance à mettre tous les cryptoactifs dans ce sac-là en disant que ce sont tous des actifs financiers. Alors qu'en réalité, à mon sens, ce ne sont pas tous des actifs financiers. D'autres ont des vocations un peu différentes. D'ailleurs, c'était le cas dans la présentation précédente avec le dernier élément qui a été présenté. Alors, je laisse de côté les critiques qui sont faites sur le côté énergivore parce que c'est très, très contestable. Si on regarde maintenant les risques qui sont associés à ces cryptoactifs, en fait, on est très loin de la sécurité promise. On n'a pas du tout un écosystème qui est sécure. Si on prend les infrastructures blockchain, elles sont sans arrêt transformées, enrichies par de nouvelles fonctionnalités de modules. Si on prend les grosses blockchains publiques relativement robustes aux attaques, on peut se dire, là, c'est relativement sécure. Je dis relativement parce que ça ne l'est pas complètement. Mais évidemment, pour les petites blockchains, là, évidemment, ça devient plus problématique. Et on a vraiment des gros problèmes de cybersécurité liés à ces cryptoactifs. La deuxième grande catégorie de risques, c'est celle qui est associée aux risques financiers, qui sont complètement amplifiés avec les cryptoactifs. Il peut y avoir des cyberattaques, il y en a eu, il y a des cyberattaques financières, il y a un risque de contagion financière et de risque systémique, c'est-à-dire que comme il y a une porosité importante entre la finance décentralisée ou la finance des cryptos et la finance, on va dire, traditionnelle, de fait, quand il y a une crise financière qui commence à se développer sur un segment de marché ou sur un instrument monétaire, ça peut se propager aux autres secteurs de marché. Exactement comme il y a une quinzaine d'années avec la crise des subprimes. La crise des subprimes, c'était un petit marché, et finalement, ça s'est transformé en crise financière mondiale, du fait de l'effet contagion et de risque systémique. On a également eu, notamment en 2022, une année assez mouvementée avec des défaillances multiples d'acteurs de la cryptosphère. La faillite, en tout cas la défaillance de FTX a été quand même retentissante. Cette défaillance est assez intéressante parce qu'elle montre que les activités qui ont été déployées sont en réalité à la limite très souvent de la légalité.
Les opérations sont globalisées, de nature transfrontalière, avec des clients localisés à l'échelle de la planète, avec un siège situé dans un centre financier international ou un paradis fiscal, si vous voulez, aux Bahamas. Donc évidemment, à partir de là, on est à la limite, même on franchit les limites de la légalité. Et il n'est pas étonnant de voir que la plupart des acteurs de cryptoactifs sont très souvent compromis dans des affaires, volontairement ou pas, hein, dans des affaires de crypto-criminalité. Alors, crypto-criminalité, je ne vais pas rappeler, mais ici, ça concerne les fraudes, l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent, les transactions illégales liées à l'économie informelle, le financement d'activités criminelles, le financement du terrorisme, ou bien, c'est plus sensationnel, les médias en parlent souvent, hein, le racket numérique, hein, où à travers des ransomwares, on va finalement arriver à demander des rançons qui seront payables uniquement en cryptoactifs. Bon. Donc, dans un certain sens, c'est une des conclusions du rapport du Conseil national du numérique sur les cryptos. Les cryptoactifs accentuent les difficultés de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. C'est ça la principale crainte de cette autorité. Alors certains vont dire la solution elle est simple. Se lancer dans une course à la régulation, ça va être très compliqué. Donc autant interdire les instruments monétaires et les cryptoactifs qui sont considérés comme potentiellement les plus dangereux ou potentiellement source de risques les plus importants. Alors la préconisation qui est souvent avancée, je la mets dans la discussion, hein, c'est d'interdire les cryptoactifs qui visent à garantir un anonymat complet. Par exemple, dans la liste, très souvent, on retrouve, ça peut être Monero ou Deeponion, par exemple, qui sont considérés comme des instruments, des plateformes qui vont permettre un anonymat complet et donc de faciliter toutes les opérations de crypto-criminalité. Alors, je mets ça dans la discussion, j'ai un avis là-dessus, qui n'est pas complètement tranché, mais c'est peut-être pour ouvrir la session de questions tout à l'heure. Alors, autre élément important, autre support monétaire, les crypto-monnaies qu'on appelle les stablecoins. Les stablecoins cherchent à répondre au défi de la stabilité. On a vu, Bitcoin, ce n'est pas du tout stable. Donc, certaines cryptos vont chercher à être adossées à d'autres crypto-actifs ou à des actifs libellés en monnaie légale, en devise. Hein, c'est-à-dire un peu comme l'étalon or, en quelque sorte. C'est-à-dire on va asseoir la valeur de la monnaie à un étalon qui inspire confiance. Alors, les initiatives sont multiples, mais les initiatives les plus intéressantes pour nous, économistes, c'est celles qui ont été lancées par les GAFAM et la FinTech, et en particulier par le projet que Facebook avait eu il y a quelques années, avec Libra en 2019, qui deviendra ensuite Diem en 2022. L'idée de lancer une grande monnaie mondiale qui serait utilisée par potentiellement 3,5 milliards d'utilisateurs, consommateurs. Alors pour ce faire, Facebook s'est associé à un consortium de 28 acteurs de la finance ou du commerce en ligne ou de l'économie numérique. Bon, progressivement, ils ont été abandonnés par leurs partenaires pour une raison simple, c'est que ce projet il a été complètement plombé par une réaction très vive de la part des autorités publiques, et en particulier de la France. Bruno Le Maire a eu un rôle très important dans le torpillage du projet Libra et Diem, parce qu'effectivement, il faisait partie de ceux qui pensaient que potentiellement ça pouvait être une concurrence monétaire privée beaucoup trop dangereuse pour les années à venir. Alors, le problème des stablecoins, c'est qu'en réalité, le défi de la stabilité, il ne peut pas être complètement résolu. Pourquoi ? On a vu quelques défaillances ces dernières années. La plus récente et la plus intéressante, c'est celle de Terra en 2022. Donc, il ne suffit pas de dire qu'on va s'adosser à des actifs relativement sûrs pour garantir la confiance. Et on a vu que d'ailleurs, il pouvait y avoir potentiellement des mensonges à travers cette garantie de la convertibilité.
Donc en réalité, on retrouve les vieux débats qu'on connaît bien en histoire monétaire, qui sont ceux relatifs à la convertibilité de la monnaie, et notamment la question de la convertibilité hors du dollar en 1971. 1971, les États-Unis disent à la communauté internationale, nous ne sommes plus en mesure de garantir la convertibilité en or du dollar, alors qu'on s'était engagé là-dessus en 1944 à Bretton Woods. Bon, on le savait déjà, hein, mais évidemment, ça a créé une crise de confiance dans l'économie internationale très forte à cette époque-là. Autre problème auquel sont confrontés les stablecoins, c'est qu'en réalité, les émetteurs ne sont pas des banques. Alors on peut dire, finalement c'est une bonne chose, mais ce ne sont pas des banques, donc ça veut dire qu'elles n'ont pas accès au refinancement et au prêt en dernier ressort du côté de la Banque centrale. Une banque aujourd'hui, quand elle a un problème de liquidité, quand il y a un problème de confiance, elle se tourne vers la Banque centrale qui, provisoirement ou définitivement, si c'est un sauvetage bancaire, va lui fournir la liquidité nécessaire pour éviter l'effondrement du système de paiement et l'effondrement du système monétaire. Ici, ce n'est pas le cas. Si on n'a rien derrière, si on n'a pas de réserve, le système s'effondre, et les clients sont spoliés. Et c'est ce qu'on a vu ces derniers temps. Alors la réplique des États, ça a été justement de mettre en place eux aussi des cryptos, ce qu'on appelle les monnaies numériques de banque centrale. Alors c'est une mode un peu universelle. Aujourd'hui, il y a plus de la moitié des pays de la planète qui sont en train d'étudier le projet de lancement d'une monnaie numérique de banque centrale, c'est-à-dire, on appelle ça aussi du cash numérique, c'est-à-dire à côté ou en remplacement du cash physique, c'est-à-dire les pièces et les billets, on aurait de la monnaie de la banque centrale à travers son téléphone portable, par exemple. Bon. Alors, en réalité, il faut bien comprendre que cette innovation de la part des banques centrales, c'est plus une réaction à l'offensive des cryptos privés que véritablement de répondre à des objectifs d'inclusion monétaire et financière, comme c'est très souvent avancé. C'est quand même plutôt une réaction très forte. Alors, ici, à l'écran, vous avez deux photos. Vous avez celle du lancement de l'e-Naira au Nigeria, qui montre que même dans un pays émergent, confronté à l'instabilité financière, on peut lancer une monnaie numérique de banque centrale. Alors, pour l'instant, ça ne marche pas très bien, mais ça montre que c'est possible. Et puis, deuxième photo, celle de la Chine, qui a lancé l'e-yuan, le yuan numérique, après l'avoir expérimenté pendant les Jeux Olympiques, et qui cherche maintenant à l'étendre à l'ensemble du territoire. Alors, quels sont les problèmes de ces MNBC, de ces monnaies numériques de banque centrale ? C'est qu'en réalité, elles aussi sont confrontées à des risques importants sur la stabilité financière, des risques de cybersécurité et surtout des risques d'atteinte aux libertés individuelles. Ce qui fait que, évidemment, certains s'en inquiètent. Par exemple, très récemment, Jérôme Powell, qui est le président de la Réserve fédérale américaine, a émis un avis très critique sur le lancement d'un dollar numérique. La Chambre des Lords au Royaume-Uni, idem, a émis un avis très critique sur le lancement d'une monnaie numérique au Royaume-Uni. Et puis, du côté de la société civile, on a beaucoup de réactions négatives, aux États-Unis notamment, en disant si on lance un dollar numérique ou un euro numérique en Europe, ça va être une possibilité pour la Banque centrale de contrôler encore plus le système de paiement. Alors, on va voir ça un peu plus loin, mais première difficulté liée aux monnaies numériques de banque centrale, c'est qu'il y a une vulnérabilité potentielle qui peut être exploitée pour mettre en péril la stabilité financière. Mais ça, ce n'est pas spécifique aux monnaies numériques de banque centrale, c'est vrai pour toutes les cryptos. Le problème de fond, c'est que la collecte ici, comme c'est une banque centrale, la collecte est centralisée. Les données confidentielles et privées sur les paiements et les usages sont centralisés. Et donc évidemment, s'il y a un système de piratage, on peut s'approprier ces données. Premier problème. Et deuxième problème, c'est que l'État ou la Banque centrale ou les autorités publiques peuvent potentiellement également abuser du pouvoir d'accès à ces données et atteindre à la vie privée, aux libertés individuelles. D'où les craintes de traçage, de transparence du cash numérique, de contrôle arbitraire des paiements. On peut, du jour au lendemain, en appuyant simplement sur un bouton d'ordinateur, bloquer le système de paiement, c'est-à-dire on n'a plus accès à son argent, en quelque sorte. On ne peut plus payer, on peut même le dévaloriser, dire vous aviez 100, mais aujourd'hui, par exemple, pour casser l'inflation, aujourd'hui 100, ça vaut plus 100, ça vaut
ça vaut 98, hein, un peu avec un système de monnaie fondante. Et évidemment, là, on tombe dans le scénario Big Brothers et le risque de contrôle sociétal à la chinoise. On voit déjà que dans le cadre de l'e-yuan, hein, potentiellement, on voit déjà les failles potentielles et les dérives potentielles liées au contrôle centralisé de cette monnaie numérique. Alors, c'est pour ça que certains mouvements de la société civile, notamment en Europe, préconisent des engagements de la part des États et des banques centrales de ne pas supprimer le cash physique, en disant, bon, si vous nous mettez devant le fait accompli, le cash numérique, nous, à la limite, on ne l'utilisera pas, on utilisera uniquement le cash physique. Il faut le maintenir parce que ça maintient la confidentialité pour des bonnes ou des mauvaises raisons, hein. Certains sont attachés à ça, sont attachés au cash physique, et notamment des pays comme la Finlande ou la Suède, où on voulait remplacer complètement le cash physique par du cash numérique. Bien, finalement, ils ont abandonné le projet parce qu'ils se sont rendus compte qu'une partie de la population était attachée au cash physique, hein. Donc on pourrait se dire, bon, bah, ils sont ringards. En réalité, c'est complètement stupide de les traiter de ringards. C'est ancré culturellement, et c'est aussi une sécurité, et c'est aussi une confiance qui est plus forte à travers la monnaie physique qu'à travers la monnaie numérique. Alors j'accélère un petit peu parce que je pense que j'ai déjà été un peu long. Un autre risque qui est posé par les monnaies numériques de banque centrale, c'est le fait qu'elles sont développées de façon unilatérale, chacun dans son coin, par chacun des pays. Et donc, il n'y a pas vraiment de normalisation et de coopération internationale pour l'instant. Et ça, c'est quand même problématique parce qu'aujourd'hui, et notamment depuis l'an dernier, hein, depuis la guerre en Ukraine, on voit que le système monétaire international est en train de se fragmenter davantage avec la constitution de blocs dollars, blocs euros, blocs yuan, roubles, avec pas forcément une coopération qui est quand même problématique au niveau de la stabilité monétaire et financière internationale. Donc si chaque banque centrale dans son coin fait sa monnaie numérique de banque centrale avec des standards différents, avec des modes de fonctionnement différents, ça peut poser un problème. Alors pour terminer, je vais prendre un cas extrême qui combine à la fois le scénario Mad Max, c'est-à-dire crypto privé, et Big Brother, c'est-à-dire monnaie numérique de banque centrale. Alors, il y a deux pays qui se sont fait remarquer ces 2-3 dernières années en officialisant l'usage du Bitcoin et même en le décrétant monnaie légale à l'intérieur du pays. C'est d'une part le Salvador en 2021 qui a fait le pari du Bitcoin, pour reprendre l'expression du président fantasque de ce pays, et la République centrafricaine. Alors, est-ce que ça a été un échec ou une réussite pour le Salvador? Bon, à mon sens, c'est plutôt un échec, parce que les Salvadoriens n'utilisent pas vraiment, enfin en tout cas très peu, le Bitcoin. La monnaie officielle du Salvador, il faut le savoir, c'est le dollar américain. Donc il n'y a pas de monnaie souveraine, il n'y a pas de monnaie propre, monnaie autonome, mais ils continuent à préférer utiliser le dollar plutôt que Bitcoin. Bon. Alors, néanmoins, tous ceux qui prévoyaient la fin de l'économie salvadorienne en 2023 en disant ils ont pris le Bitcoin comme monnaie légale, ils doivent rembourser leur dette extérieure, ils vont faire défaut sur leur dette en janvier 2023. C'est-à-dire que si vous preniez un pari sur les pays qui auraient dû faire défaut sur leur dette en 2023, le Salvador était tout en haut de la liste. Ils n'ont pas fait défaut. Ils ont réussi à rembourser leur dette et ils n'ont pas fait défaut. Ce qui fait que le président salvadorien a dit vous voyez bien que tout ce qu'on a dit sur Bitcoin, c'est complètement bidon. On peut très bien fonctionner avec Bitcoin. Alors, sur le fond, c'est clair que Bitcoin ne permet pas d'asseoir le développement économique du pays. C'est évident. Mais ce n'est pas non plus la catastrophe complètement annoncée. Bon, c'est très récent, c'est 2021. Il faudra avoir un peu plus de recul. En revanche, où c'est plus inquiétant, c'est en République centrafricaine. Le président de la Centrafrique veut faire de son pays le premier crypto-hub pour le développement, c'est comme ça qu'il l'appelle, à travers la légalisation du Bitcoin qui serait, parce que c'est en cours, le support du système Sango. Sango, c'est le nom de la monnaie numérique centrafricaine, catalyseur de la tokenisation des ressources naturelles. Alors, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est d'utiliser le Bitcoin pour attirer notamment des investisseurs étrangers. Et à travers le Sango Coin, on donne la possibilité à ceux qui ont du Bitcoin
d'acheter la citoyenneté centrafricaine, d'acheter des terres, c'est-à-dire de devenir propriétaire des terres où il y a des ressources importantes, et d'acquérir une forme d'e-résidence, de résidence grâce au paiement en crypto-monnaie. Alors évidemment, quand on voit qui est intéressé par ce type de procédure, on voit tout de suite qu'effectivement, ce n'est pas forcément des citoyens c'est pas forcément des citoyens français qui veulent simplement visiter l'Afrique en faisant du tourisme. Hein. C'est plutôt effectivement des citoyens, l'achat d'une citoyenneté pour perpétuer des pratiques qui sont liées à l'économie informelle ou à l'économie criminelle. Donc on le voit, ces deux pays risquent de combiner les deux écueils qu'on a décrits en introduction, hein, le scénario Mad Max et le scénario Brick Brothers. À mon sens, c'est vraiment l'exemple à ne pas suivre parce que, rappelons-le, la monnaie, c'est d'abord une institution, un bien commun qui est censé assurer le bien de la communauté. Dès lors qu'une monnaie ne remplit plus cet objectif, elle est délaissée et les agents économiques ou les citoyens vont préférer d'autres instruments monétaires, même si ces instruments monétaires sont potentiellement encore plus risqués ou plus dangereux. C'est un peu ce qui se passe dans les pays où les monnaies n'inspirent plus confiance. Tu faisais référence tout à l'heure au Liban. Au Liban, la monnaie libanaise a perdu 98% de sa valeur en 2 ans. Eh bien, les agents économiques se détournent vers d'autres instruments monétaires. Ils font comme ils peuvent, hein, mais ce n'est pas forcément la solution. Merci à vous.